Bonjour, je me présente, je m'appelle Duquesnoy Baptiste. Je suis en première année en hydro à l'ENSET et je vais vous présenter notre projet d'APP hydraulique. Je vais donc vous présenter notre projet d'APP hydraulique qui porte sur la production hydroélectrique. Il faut savoir qu'en France, nous utilisons beaucoup l'énergie hydroélectrique dans le cadre d'un complément lors des heures pleines pour assurer la consommation des Français. Dans ces installations hydroélectriques, deux problèmes majeurs se posent et c'est ce que nous allons étudier. Le premier problème, le problème de stockage de ces masses d'eau, puisque, comme je disais, c'est une énergie complémentaire qui n'est pas utilisée en continu. Donc nous allons étudier dans un premier temps le remplissage d'un deuxième bassin de rétention à partir d'un premier qui serait trop plein. Puis notre deuxième problème consiste à la formation d'un ressaut hydraulique dans le canal d'écoulement à la sortie de l'installation. Ce ressaut hydraulique pourrait endommager notre canal, donc nous allons voir un petit peu ses propriétés pour voir s'il n'est pas dangereux pour l'installation. Pour la partie écoulement aux charges, nous disposons donc de deux châteaux d'eau, donc deux châteaux d'eau qui représentent les deux rétentions d'eau. Le premier château d'eau est alimenté, donc il est rempli par une pompe qui fait en sorte de le laisser à charge constante. Cette pompe modélise en fait les apports naturels, donc tels que la pluie. Ensuite, on modélise en fait un écoulement gravitaire avec le deuxième château d'eau. Et nous allons ensuite étudier donc, le débit à l'entrée en fonction de la différence de hauteur entre les deux châteaux d'eau et du taux de remplissage du deuxième château d'eau. Ensuite, pour la partie écoulement en surface libre, nous allons mettre en place un canal de fuite à la sortie de notre installation et nous allons étudier la formation et les caractéristiques éventuelles d'un ressaut hydraulique en fonction de la hauteur en amont et de la hauteur en aval de celui-ci. L'un des passages indispensables dans notre projet, c'était bien de déterminer la rugosité des tuyaux. Et donc, pour ce faire, on doit dans un premier temps calculer la perte de charge linéaire dans notre tuyau. Donc, on sait que la charge est composée de trois éléments. Un dû à la contribution de l'énergie potentielle, le deuxième qui est dû à l'énergie cinétique, et puis l'autre qui est dû à l'énergie, à la contribution de pression. Et donc pour évaluer la perte de charge linéaire, on doit évaluer la variation de ces grandeurs entre l'entrée et la sortie du tuyau. Donc en ce qui concerne la variation du terme dû à l'énergie potentielle, on pourra y accéder directement par la mesure de différence d'auteur entre la sortie et l'entrée. Sinon, pour la variation du terme lié à l'énergie cinétique, donc par variation, on peut directement dire que c'est nul par conservation du débit. Reste à savoir la variation induite par la variation de pression entre l'entrée et la sortie. Et bien, pour accéder à ce terme-là, on a utilisé un tube manométrique. Et cette variation-là n'est autre que le détaillage mesuré directement par le tube manométrique. Donc maintenant qu'on a notre HF, il y a un certain monsieur dit Colebrook qui a élaboré une formule qui lie directement le coefficient de perte de charge linéaire F et la rugosité des tuyaux. Donc tout calcul fait, on a pu trouver le epsilon qui est égal à 0,04. Donc voici le programme qu'on a utilisé pour justement comparer théorie et réalité, pour justement avoir un modèle qui nous permet dans différentes géométries d'avoir les résultats qu'on pourrait attendre pour des systèmes beaucoup plus grands. Donc on a besoin des paramètres géométriques, la longueur du tuyau, les diamètres des tuyaux, les diamètres des bassins, le coefficient de rugosité qu'on avait trouvé expérimentalement précédemment. Et donc on utilisait les formules que j'ai montrées précédemment, ce qui nous permet d'avoir une simulation qui compare la hauteur d'eau réelle dans le bassin avec la hauteur d'eau expérimentale. Donc la hauteur d'eau expérimentale colle assez bien avec la hauteur d'eau réelle. On remarque à cet endroit-là, vers le temps final, que justement ça se recoupe.
Donc c'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que notre modélisation a été assez précise au niveau des hypothèses. Nous n'avions pas besoin de rajouter d'autres choses comme prendre en compte les effets turbulents dans les bassins. Et de plus, on peut remarquer que nous sommes dans un système, dans un domaine linéaire encore, car la différence de hauteur d'eau était assez grande et la variation de hauteur dans le deuxième bassin était seulement 10 cm, donc ce qui apparaît assez cohérent. Et pour valider par exemple le modèle, on peut regarder ce qui arrive quand on fait tendre le temps vers l'infini. Et ce qu'on observe, c'est qu'on va avoir une stagnation, ce qui est totalement logique, car à partir d'un certain moment, on ne pourra pas remplir le deuxième bassin pas plus haut que le premier bassin. Bonjour, je vais vous présenter notre expérience d'hydraulique à surface libre. Nous avons alimenté le réservoir de notre petit canal à l'aide d'une pompe. Cette pompe modélisant l'arrivée d'eau que nous apporterait une conduite forcée d'un barrage. Le réservoir avant le canal est rempli de billes, ce qui permet de casser les turbulences que l'eau qui se déverse dans le réservoir à partir d'un tuyau peut créer. Après ce réservoir, nous avons placé une plaque en plexiglas qui permet de réguler l'arrivée d'eau dans le canal. La hauteur de cette plaque doit être ajustée avec énormément de précision. En effet, notre objectif final était de savoir où se situerait le ressaut. Et il existe un ressaut dans le canal uniquement pour un petit intervalle de hauteur, c'est ce que nous montre cette expérience. Plusieurs problèmes peuvent alors subvenir. Nous avons remarqué que si la hauteur était trop importante, le ressaut dépasse la retenue d'eau et n'est alors plus visible. Cependant, la théorie nous montre que si la hauteur est trop faible, les frottements prennent trop d'importance, car la taille de la couche limite sera alors du même ordre de grandeur que la hauteur, et notre expérience ne sera pas concluante. Bonjour. Notre but était de créer un programme qui modélise la perte de charge entre la sortie et l'entrée dans le ressaut hydraulique. Et en considérant que le canal est à l'horizontale, on peut simplifier Z1 avec Z2 parce qu'on est à la même hauteur. Et du coup, notre formule se base sur les paramètres V1, la vitesse d'entrée, Y1, la hauteur en amont, Y2, la hauteur en aval, et V2, la vitesse de sortie. Et en considérant aussi l'équation de conservation de débit, Y1 V1 égale Y2 V2, on peut avoir une relation entre V1 en fonction des autres paramètres, qui va nous permettre à écrire notre programme d'une manière simple. Bonjour. Alors, comme il est écrit sur le tableau, je vais vous parler de la puissance d'une turbine. Alors malheureusement pour notre projet, nous n'avons pas de turbine au labo. On va donc calculer ça théoriquement. On s'est basé sur le barrage de Serre-Ponçon, dans les Alpes du Sud, qui est un des plus grands barrages de France. Alors pour ses caractéristiques, il a une hauteur de chute de 123 mètres. Il contient 4 turbines de type Francis, qui sont alimentées par des tuyaux d'eau de surface de 1,5 m². Alors, d'abord on doit calculer la vitesse. Pour cela, on utilise la formule de Torricelli, qui nous donne la vitesse est égale à la racine de 2G fois la hauteur de chute. On obtient à peu près une vitesse de 49 mètres par seconde. Maintenant, pour passer au débit, on va multiplier la vitesse par la surface de sortie. Et pour les 4 turbines, on obtient un débit de 300 m3 par seconde. Et enfin, pour calculer la puissance hydraulique fournie, on fait P égale ρ G fois le débit fois la hauteur de chute. Et on obtient, encore une fois pour les 4 turbines, une puissance de 360 MW. Alors 360 MW, ça permet d'alimenter 360 000 foyers environ. Donc dans ce cas-là, l'énergie hydraulique n'est plus une énergie aléatoire,